été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le sang comme au bailli du Limousin. On a vendu un beau matin, on a vendu avec ses tripes. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Alors aujourd'hui, épisode un petit peu spécial parce que j'ai un invité très spécial pour moi. C'est monsieur Gorkab, youtubeur célèbre. Alors Gorkab, je peux t'appeler Thomas ? Bah oui, avec plaisir. Voilà, Thomas, donc que j'ai découvert en naviguant sur YouTube et en cherchant sur les effets spéciaux. Donc cet épisode, vous l'aurez compris, c'est consacré aux effets spéciaux. Thomas, je te laisse te présenter juste rapidement ton parcours scolaire. Oh. Bah écoute, ouais, pas de problème. Donc ouais, je sors d'un bac STT ACC qui n'existe plus aujourd'hui, ce serait CMG ou peut-être une autre variante qui a été remplacée depuis. J'ai fait une fac d'anglais que je n'ai jamais terminé, ainsi qu'un BTS communication. Et c'est à la fac que je me suis, vu que j'avais des cours de cinéma, je me suis dit, bah écoutez, c'est peut-être un bon projet de parler des débuts d'images de synthèse, donc l'émission CGM pour Computer Graphics and Movies est partie de là et je l'ai ressuscité en 2013, voyant que mon ami Durandal s'en sortait plutôt bien sur YouTube. Donc je me suis dit, ouais, ça pourrait être un truc sympa à mettre sur ce réseau social vidéo à l'époque et c'est un peu la meilleure décision de ma vie puisque tout ce qui m'arrive jusqu'à présent est lié à CGM et ma vie professionnelle serait totalement différente, voire totalement inexistante si j'avais pas lancé CGM en 2013, donc il y a quasiment 10 ans. Voilà, donc CGM, moi que j'ai découvert par hasard et qui m'a tout de suite monté au cerveau parce que je connaissais pas de chaîne qui s'occupait d'effets spéciaux en français. Il y a VFX Breakdown en anglais, oui. Mais c'est que des breakdowns de VFX, il n'y a pas d'explication. On a Cinefx malheureusement qui est fini maintenant de paraître, le décédé Cinefx. J'ai quelques épisodes en français, j'imagine que toi aussi. Absolument, j'ai le numéro d'Abyss, qui est le numéro 1 français, et c'est peut-être le seul que j'ai. Je l'ai aussi, le numéro 1 Abyss, je l'ai aussi, et voilà, donc c'est un peu, moi je suis abonné à SFX depuis que c'est sorti, le magazine SFX, et donc c'est vraiment quelque chose qui nous passionne tous les deux, et on voulait commencer, donc j'avais déjà fait quelques épisodes sur les effets spéciaux, on avait parlé d'effets spéciaux analogiques, avec le générique d'Arabesque en 1975. Si tu pouvais nous en parler un tout petit peu, ça serait super. Alors, le générique d'Arabesque ou le court-métrage de John Whitney Sr. Le court-métrage, pardon, le court-métrage de John Whitney Sr. D'accord, ouais, effectivement. Oui, non, je l'ai mis sur ma chaîne il y a quelques semaines maintenant, effectivement, et je le tire d'une source Laserdisc qui était consacrée au maître, on va dire ça comme ça, John Whitney Sr. Ouais, c'est quelque chose d'assez exceptionnel de voir ça. C'est un mec qui est parti à la base d'ordinateurs de la Seconde Guerre mondiale, qu'il a pas reprogrammé, mais on peut dire ça comme ça, vu que c'était de l'ordinateur analogique. C'était des trucs mécaniques et qu'il fallait actionner à la main avec des manivelles, des choses comme ça. Oui, c'était avec des petits fils électriques qu'on reliait les uns aux autres, c'est ça ? Voilà, c'est un peu ça. On partait de ce truc-là, et puis au fur et à mesure, il a intéressé des compagnies type IBM, qui lançaient leurs supercalculateurs et autres dans les années 50, 60. Et il s'est dit, éventuellement, est-ce que ça peut être intéressant pour eux de montrer ce que leur machine savent faire, des démos techniques déjà à l'époque, comme on l'a aujourd'hui pour nos cartes graphiques et nos consoles. Et de fil en aiguille, ça a donné ce court-métrage qui s'appelle Arabesque, qui est à la fois programmé
sur un ordinateur. Donc c'est l'ordinateur utilisé par Triple I, la compagnie Triple I à l'époque, et également des choses un peu plus analogiques avec littéralement du spirographe, quoi. C'est du spirographe lumineux qui a été capturé par une caméra et mis sur film avec de la pellicule qui réagit plus à la lumière que d'une pellicule normale. Et ça donne des choses comme ça, quoi. 75 pour Arabesque, ouais. Voilà, donc là, c'est vraiment les débuts des effets, on va dire, analogiques. Hein, Et donc ensuite, moi, je vous laisse les gens aller voir sur ta chaîne pour le vrai historique. On a le premier film donc que tu as abordé, toi, c'est Westworld. Absolument. Où on a une phase où on voit la vue des clones qui sont dans le parc. Absolument. Et c'est une vue pixelisée. C'est ça. Et donc, cette vue pixelisée, je te laisse le soin de nous expliquer un peu comment elle a été réalisée. Ouais, bah écoute, c'était donc le fils de John Smith Senior, donc John Smith Jr., qui, se baladant un peu à Hollywood avec les créations de son père, essaie de trouver des studios qui potentiellement pourraient être intéressés par ces effets spéciaux, enfin ces effets tout court, et les mettre dans des films. Et il arrive à se lier d'amitié avec un jeune réalisateur en devenir, parce qu'à ce moment-là, il est plus écrivain à succès que réalisateur, parce qu'il a juste réalisé un téléfilm, et derrière fait le scénario de The Andromeda Strain, le mystère Andromède en français. Et là, il veut en fait réaliser Westworld, qui est pour ceux qui connaissent Jurassic Park, c'est Jurassic Park avec des robots, et c'est pas un hasard vu que Jurassic Park est aussi écrit par ce même auteur, Michael Crichton. Tout à fait. Et pour donner en fait une impression de différence, pour montrer que les robots voient d'une certaine manière, et vu le peu de calculs graphiques possibles à l'époque, en 73, ils se sont dit, faisons de la pixelisation de l'image, mais faisons-la avec des images en mouvement. Et là, c'est très difficile. D'une part, il faut faire les calculs de combien de pixels sont nécessaires à ce qu'on reconnaisse à peu près l'image en pixels, pas qu'elle soit non plus tellement pixelisée qu'elle soit non reconnaissable totalement. Et derrière, l'autre problème, c'est qu'à l'époque, pour créer ces images pixelisées, il n'y a pas de couleur. Donc, il faut tricher. Il faut scanner la pellicule en 3 fois, donc rouge, vert et bleu. Ouais, RVB, voilà, le RVB. Très difficile à faire. Et après, avec des filtres, une fois que ces 3 images sont pixelisées, il faut les recoloriser, pareil, en utilisant des teintes de rouge, vert, bleu, et réassembler tout ça pour redonner l'image avec une couleur dans le film final. Très compliqué, ils en sortent, mais je sais plus combien de mois ils ont dû passer là-dessus, mais pour un film qui coûtait à peu près $1 million de 73, je ne saurais plus combien maintenant, mais certainement beaucoup plus, c'était un sacré exploit, et comme le film était un petit succès relatif pour l'époque, c'est la première porte d'entrée pour ces effets spéciaux numériques à Hollywood. Oui, et c'est dans la suite de ce film qu'on voit donc Future World, que l'on voit la première tête modélisée en 3D. C'est ça. Grâce à Ed Catmull. Non, pas encore. Pas encore. En fait, Ed Catmull, je pensais qu'il avait participé à ça. Non, Ed Catmull, en fait, la participation à Future World, c'est qu'en gros, il utilise son court-métrage où il a fait un moule en plâtre de sa main. Ah oui, Animated et il fait End. bouger sa main. Voilà, Computer Animated End, et qu'on voit sur les écrans. Mais alors, bien qu'on voit ça dans le film, il n'y a eu aucun contact entre Ed Catmull et John Smith Jr. à ce moment-là pour ce film. Et non, à la place, les producteurs du film, de nouveau courtisés par John Smith Jr. et depuis son ami Gary Demos, pour en fait faire quelque chose de différent du premier film, parce que là ils ont un peu plus de moyens. Il y a une division qui a été créée au sein de la compagnie qui s'était occupée des effets spéciaux de Westworld, le Movie Group,
Donc ils se disent, maintenant qu'on a un peu plus de budget, de puissance, on va, puisque le film parle de cloner des êtres humains et faire des robots dociles à la place, on va montrer la création d'un clone. Et la création d'un clone, c'est en montrant un buste, même pas juste une tête, mais vraiment un buste de l'acteur Peter Fonda, qui pour l'époque a dû être peint totalement en blanc et scanné en utilisant des traits. Ils ont tracé des traits sur l'acteur et point par point, ils l'ont rentré dans l'ordinateur, ce qui a dû être très très long parce que pour ce buste en question, il y avait 4000 polygones, donc je ne compte même pas le nombre de points à rentrer dans l'ordinateur et le temps que ça a dû prendre pour ce pauvre Peter Fonda de rester complètement statique pendant qu'il le scannait. Ah oui, ça devait être impressionnant. Effectivement, ouais. Ils ont utilisé une technique qu'ils avaient utilisée aussi pour une coccinelle. J'avais vu un documentaire là-dessus, donc ils n'avaient pas une coccinelle, dont ils avaient réalisé le lignage un peu partout, donc le polygonage, et ensuite qui avaient numérisé avec des scanners à main. C'est ça. Point par point, et donc 4000 polygones pour Peter Fonda. Voilà. Donc ça, c'est les débuts. Il n'y avait pas encore le cyberware qu'on connaîtra dans Terminator 2. Oh, mais même avant, hein. Star Trek 4 l'utilisera en premier en 86 notamment. Star Trek 4 l'utilisera. Ah bah voilà, je voulais te demander justement, cyberware, la première utilisation de cyberware, c'était 1984 pour Star Trek, La colère de Khan. 86 pour Star Trek 4, Retour sur Terre. Retour sur Terre, pas La colère de Khan. Voilà. D'accord. Ok, et là, il y a même des morphings entre les différents... entre Monsieur Spock, Capitaine Kirk... c'est ça. Et là, c'est encore un niveau au-dessus. C'est ça, le premier morphing 3D, c'est 86 aussi, en même temps que l'utilisation de ce scanner, qui était un prototype à l'époque. C'est pas le scanner tel qu'il sera vendu plus tard, que j'ai pu filmer en utilisation dans les locaux de l'association emo5.com en région parisienne. Alors c'est ça qui est extraordinaire avec toi, c'est que tu arrives à te débrouiller, à avoir dans tes épisodes Denis Muren, qui c'est Phil Tippett, que des grands noms des effets spéciaux. T'as eu tous les seniors VFX supervisors que pour moi j'adule, notamment Denis Muren qui pour moi c'est la grande star. John Knoll, je sais pas si, je crois que tu l'as rencontré, John Knoll. Oui, je l'ai eu. Voilà, qui participe activement au développement de Photoshop, faut le savoir. Il est dans avec son frère. Avec son frère, il est dans le générique, vous pouvez le lire au démarrage de Photoshop. Donc c'est quand même, t'es assez culotté et c'est assez impressionnant de voir comment t'arrives à avoir les coucougnettes, comme on dit, de se lancer là-dedans et de pouvoir interviewer ces gens qui, pour moi, sont des stars incontestées. Pour la plupart des gens, c'est des inconnus, mais pour nous qui aimons les effets spéciaux, c'est des stars. Et c'est vraiment impressionnant. En tout cas, voilà, je voulais dire que ça m'a impressionné. On va continuer sur juste pour finir, je vais pas t'embêter très longtemps. On va parler d'un film qui m'a marqué, c'est Starfighter en 1984. Bien sûr. Qui est un film de science-fiction américain réalisé par Nick Castle. Ouais, c'est ça. Produit par l'Universal. Le Shape dans Halloween, c'est lui. Voilà. Et voilà, je savais pas. Voilà, j'en apprends. Et donc, l'histoire, en gros, c'est Alex Rogan, un jeune Américain qui vit dans un caravaning où se trouve une borne d'arcade. Et dans cette borne d'arcade, en fait, c'est un entraînement pour une guerre interstellaire. Et donc, un jour, vient chercher un Martien qui l'emmène sur son vaisseau. Et là, on a une claque visuelle extraordinaire, puisqu'on a les toutes premières images de synthèse, en pure, utilisées comme représentation totale de la réalité, puisque c'est des plans full 3D qu'on a.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des développements de Starfighter, et j'inviterai les gens à aller voir l'épisode que tu as réalisé sur ta chaîne, qui est Après, bien plus complet que ce qu'on va pouvoir dire. ça dépend de quand sortira cet entretien, mais vu que je réalise un documentaire sur Digital Productions, la compagnie derrière la création de ces effets spéciaux, j'inviterai plus les gens à aller voir le documentaire plus que l'épisode, qui a déjà bientôt 8 ans, même plus de 8 ans d'ailleurs, et qui sera totalement obsolète comparé à ce que je vais raconter dans le documentaire. Alors, mais oui, effectivement. The Last Starfighter, c'est un film qui est absolument pas reconnu pour ce qu'il est. Tout le monde parle de Tron pour le début de l'image de synthèse, qui est aussi totalement faux, parce que même si on veut dire oui, c'est du plein écran, machin, c'est utilisé comme un effet spécial, tout ça, ben même pas en fait, parce que juste avant ça, un mois plus tôt, il y a Star Trek 2 dont on parlait tout à l'heure, qui débarque sur les écrans avec le Genesis Effect, qui est montré plein écran et qui est infiniment plus complexe que tout ce qu'il y a dans Tron. Mais voilà, c'est une histoire de datation, on va dire. Et The Last Starfighter sort 2 ans après Tron. Et la particularité de ce film, et aussi le pari de Digital Productions, et donc de John Whitney Jr. et de Gary Demos, c'est de dire que les effets spéciaux pratiques peuvent être faits en images de synthèse. Et ces effets spéciaux pratiques à l'époque, donc vu que le film parle de vaisseaux spatiaux, ce sont des maquettes. Et les maquettes, en gros, avec la puissance de l'ordinateur qu'ils avaient, l'ordinateur XMP, le Cray XMP, qui est l'ordinateur le plus puissant du monde à l'époque, ils peuvent le faire. Ils se disent, ils peuvent le faire, et maintenant, il faut le prouver. Donc c'est un gros projet, un gros pari, et ils ont failli ne pas y arriver du tout, parce que au début, ils se lâchent sur la modélisation, le vaisseau spatial du film, le vaisseau spatial iconique du film, le Gunstar, quand il est avec ses lance-missiles d'ouvert en entier, il y a 1 million de polygones, qui est un chiffre monstrueux pour l'époque. C'est énorme, ouais. Et voilà, c'est une folie. Et typiquement, ils disent au designer Ron Cobb, pour les autres vaisseaux, calme-toi, parce qu'en fait, si on affiche juste ce vaisseau-là, déjà, on met au sol notre ordinateur. Donc imagine si on doit le rendre avec d'autres vaisseaux autour quand il doit se battre, c'est pas possible. Donc ils lui ont dit baisse un peu la qualité. Et à un moment donné, il se retrouve avec le superviseur des effets spéciaux, qui n'a pas encore d'effets visuels, le terme n'existe pas encore, qui leur dit oui, mais ça va vous prendre combien de temps de faire tout ça? Ils lui disent à peu près un chiffre, l'autre fait un calcul, et le calcul est pas bon. Le calcul, c'est qu'il leur faut beaucoup plus de temps. Je sais plus si c'est 1 année pour tout rendre en mode 24-24. Ah ouais. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent les effets vus à l'écran. Et ça se ressent dans le film, et c'est un des plus grands problèmes que les artistes que j'ai pu interviewer se souviennent. Et en gros, les plans dans le film, selon eux, ne sont pas finis. Déjà à l'époque, en 84, c'est très commun aujourd'hui parce que beaucoup de gens disent les images de synthèse moches et autres. Mais ce qu'on voit généralement à l'image qu'on pense moche, c'est un effet spécial qui n'est pas terminé. Et déjà en 84, c'était le cas. Ça se voit sur tout ce qui est terrain complexe. Je pense à la base le tour de la base, on dirait de la glace au chocolat qui est fondue. C'est parce que il s'était dit on va faire un terrain très simple, sinon ça va prendre une plombe à calculer. Pareil pour un astéroïde dans lequel il y a une espèce de combat, et on dirait pareil, on dirait de la glace fondue, mais glace sans parfum, plus glace bleue. Ce genre de choses n'est pas fini. Et il y a un autre effet, par exemple, les producteurs souhaitaient que les vaisseaux soient avec un effet plastique pour rappeler Star Wars et autres, alors qu'ils avaient la possibilité de faire des effets spéciaux, enfin des effets de métallisation sur les vaisseaux, de façon à les rendre un peu plus jolis que ce qu'on aurait pu faire avec des maquettes. Et les producteurs ont refusé que les vaisseaux aient cet aspect métal. Donc, il y a à la fois une volonté de producteur et aussi une volonté de garder les coûts de production à un niveau correct. Sinon, le film n'aurait pas pu être terminé en 84 et n'aurait pas pu sortir. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 300 scènes en images de synthèse avec à peu près 27 minutes d'effets, j'ai compté pour le film, qui ont été rendus en 3000 par 5000.
Voilà, c'est à peu près ça. D'ailleurs, 3000 par 5000, ça dépend des scènes, ça dépend de plein de choses. Certaines scènes sont rendues à 16K, de façon à éviter d'avoir vu qu'il n'y a pas d'anti-aliasing à l'époque, il n'y a pas d'anti-crénelage de l'image. Certaines scènes sont rendues en 16K de façon à ce qu'en fait on ne voit pas la pixelisation de certains effets au loin. Notamment le moment où la voiture volante qui ressemble beaucoup à la DeLorean, et c'est pas un hasard puisque on a le même designer de la voiture volante dans le film qui se retrouvera sur Retour vers le futur 1 an plus tard. Et dans les storyboards originaux, il y a bien marqué DMC sur la plaque d'immatriculation de la voiture volante de la Starfighter. C'est Jen Winfield. C'est Jen Winfield, le créateur de l'accessoire de la Star Car. Ouais, mais là on est sur Ron Cobb qui design en fait ça sur du papier, avec des dessins industriels. C'est plus Ron Cobb dont il faut parler là-dessus. Qui designera aussi la DeLorean en machine temporelle de Retour vers le futur. D'accord. Et cette scène où on voit la voiture qui passe au-dessus d'une planète avec une texture pour montrer qu'il y a des villes et autres, cette scène a été rendue en 16K à l'époque. C'est monstrueux et je n'ose même pas parler des temps de calcul pour une image en 16K en 83-84 parce que je pense qu'on parlerait certainement de plusieurs jours juste pour cette petite séquence de quelques secondes à l'écran. Ouais, exactement, voilà. Donc ça m'a marqué. Et un autre film qui m'a marqué aussi, c'est Explorers. Je sais pas, c'est pareil, c'est un film assez peu connu. Mais les scènes de rêve dans les circuits électroniques dont tu t'inspires pour ton générique, oui, on peut pas dire le contraire. Ah non, c'est certain, ça. Voilà, ça, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur ce film et les moyens techniques qu'ils avaient apportés pour créer le générique et toutes les scènes avec un peu de 3D. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Bien sûr. Alors en fait, l'ordinateur utilisé sur Explorer, c'est le même utilisé par la compagnie qui avait fait les meilleurs effets spéciaux sur Tron. Et en 85, cette machine est extrêmement vétuste, extrêmement vieille, et réussir à sortir quoi que ce soit avec, c'est un parcours du combattant, parce qu'elle plante constamment. À la base, c'est pas une machine créée de façon industrielle, c'est un prototype de super ordinateur, et donc et ça marche quand ça marche, quoi, on va dire comme ça. Donc les effets sont ce qu'ils sont. C'est très ancien. Ça, heureusement pour le contexte du film, les rêves montrent des diagrammes de circuits électroniques, donc ça marche très très bien dans ce contexte-là, avec une caméra qui se déplace entre des résistances, des CPU, des genres de choses, et des simples lignes au sol. Et ça a été fait par une compagnie qui s'appelle Omnibus, qui se trouvait sur pas les parkings, mais dans les bâtiments de Paramount, qui est le distributeur et le producteur du film à la base. Et les personnes qui ont bossé dessus galèrent parce qu'en fait, il y a déjà une date de sortie d'annoncer, mais les effets ne sont pas finis. Genre, ils se lèvent le matin, ils prennent la route pour aller au boulot, et ils voient un panneau publicitaire marqué Explorers arrive sur vos écrans en telle date. Et ils se disent on va essayer. Déjà en 85. Et ils ont failli tout perdre parce que il y avait une carte de mal mise, je crois, faut que je revoie mes notes là-dessus, mais il y a eu une chauffe et un circuit qui a cramé, qui a failli tout foutre en l'air sur leur rendu. Ouais, mais le film, malheureusement, c'est un film maudit, il faut dire aussi. C'est un film de Joe Dante, le réalisateur de Gremlins, l'histoire de Gremlins qui se filme là derrière, juste avant de faire l'aventure intérieure, notamment. Voilà. Et le film n'a pas de troisième acte. Donc, on se retrouve avec un film incomplet, non terminé, et c'est une vraie horreur parce que à la fin du deuxième acte, les enfants ont utilisé ces rêves pour créer leur vaisseau spatial. Ils sont dans l'espace. Je vais pas spoiler ce qui se passe, mais voilà, ils sont dans l'espace et ils reviennent. Et normalement, c'est juste une étape. Ils doivent repartir. Mais ils ne repartiront jamais et on ne verra jamais plus, même avec les scènes rajoutées dans une version télévision qui d'ailleurs existe en Blu-ray
mais uniquement aux États-Unis. Pour l'avoir, c'est pas possible en Europe notamment. Et d'ailleurs, il est zoné, donc si on n'a pas de lecteur adapté pour le lire, c'est foutu également. D'accord. C'est dommage. Donc ouais, le film est mal aimé. Et moi personnellement, j'ai découvert parce que un de mes parents l'avait enregistré en cassette, certainement sur Canal+ à l'époque. Moi aussi. Et je l'ai découvert un mercredi après-midi. Et puis voilà quoi, c'est juste comme ça que je l'ai découvert à l'époque. Mais c'est aussi un film qui est particulier dans le sens où c'est la première fois qu'il y a une machine Silicon Graphics qui sera la marque préférée des graphistes entre guillemets jusqu'à ce que se fasse supplanter par les PC tout simplement. Exactement. C'est la marque sur laquelle sera rendu tous les effets spéciaux de Jurassic Park et Terminator 2 des années plus tard. Et dans le film, il l'utilise. D'ailleurs, il triche parce que le protagoniste qui utilise cette machine, une machine qui est censée représenter de la 3D dans le film, il le montre que c'est un Apple II, et l'Apple II n'est absolument pas capable d'afficher ses graphismes. Et donc, ce qu'il trichait, c'est, il montrait un Apple II sur le tournage, et ce qui était affiché sur l'écran, c'était une Silicon Graphics. Donc, il trichait pas mal, mais voilà, c'est la première instance d'utilisation d'une Silicon Graphics à l'écran dans un film. Même si il faut passer ça pour un Apple pour le coup. Et oui, Silicon Graphics qui explosera dans les années 90 avec leur station. Alors je me souviens plus des noms. Il y a tellement de noms différents. Il y en avait une célèbre, Indigo, voilà, la Indigo, je me souviens moi. Challenger, il y a tellement de noms. GT quelque chose aussi. C'était des monstres. Ça valait $50,000 pièce, voire plus même. Voire beaucoup plus pour certaines machines, ouais. Et le problème de Silicon Graphics, c'est qu'ils vont se reposer sur leur laurier, ils se disent on est leader, personne ne peut nous arriver à la cheville, et ils ne vont pas faire d'amélioration graphique au milieu des années 90 réellement. Et au fur et à mesure, les petits malins qui se disent mais le PC là, ça devient de plus en plus abordable, de plus en plus performant pour créer des effets. Pourquoi on n'utiliserait pas des PC reliés entre eux de façon à faire des images de synthèse? Et c'est ce qui va tuer Silicon Graphics. Et au début des années 2000, voilà, le mal est fait. Tout ce qui tourne sur PC, voilà, avec l'arrivée des cartes graphiques, ce genre de choses, les multiprocesseurs et autres, rendre totalement obsolète Silicon Graphics et les rendre totalement ridicules. Donc les mecs vont tenter de sauver la mise en sponsorisant certains films. On verra du Silicon Graphics dans Perdu dans l'espace, dans Mission to Mars, je ne sais quoi encore, mais le mal est fait, plus personne ne veut de Silicon Graphics, c'est trop cher, c'est pas assez bien, et de toute manière, le PC, on peut en choper plein, et ça fait le taf très très bien. Ouais, même Renderman, anciennement Reyes, le moteur de rendu de Pixar, a été porté sur PC. Voilà, c'est comme ça que ça a sauvé une partie des effets spéciaux de Matrix, en 99 également d'ailleurs. Ah, donc, ça, je ne savais pas. Ah, c'est dans l'épisode Matrix dont je parle. En fait, ils ont... Ah, pourtant, je les ai tous vus, tes épisodes. Je les connais par cœur. Ah bah, là, il faut revoir justement cet épisode. Parce qu'en fait, la séquence où l'on montre le bébé, même pas le bébé à ce niveau-là, c'est plus un fœtus qui est en gestation totalement hors utéro pris par des machines. Toute cette séquence de A à Z avec les machines qui viennent les retrouver et les prendre pour les mettre dans des pods. Toute cette séquence est faite par Renderman. Et justement, pour la faire, ils avaient mis une petite année en tout à la faire. Wow. C'est pas mal du tout déjà. Ouais, c'était du continu en images de synthèse et en 99, c'était très cher à faire. Donc, forcément, le temps de rendu. Et voilà. Donc Renderman les avait bien sauvés et ils avaient littéralement demandé à Pixar s'ils pouvaient avoir une version qui tournait sur PC. Donc c'est littéralement le premier film à utiliser la première version de Renderman tournant sur PC pour rendre de l'image de synthèse sur PC avec Renderman. Donc, d'accord. C'est énorme. Ça, je savais pas. Je vois, j'en apprends. Ça tombe bien que je fasse ton interview. J'en apprends encore. C'est pas possible. Et donc oui, moi Renderman, je l'utilise avec la version pour Blender. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est pensé par des pros, on voit, ça se sent. J'ai chopé des assets de comment il s'appelle le long métrage qui se passe à Haïti là avec la petite fille de Pixar, mince.
Bref. Ah, c'est pas Pixar, ça c'est Disney, c'est C'est Moana. Disney, Moana, voilà. Il Ouais, bien donne sûr. des assets de Moana qu'on peut utiliser dans Maya. Et D'accord. je les ai ouverts. Il y en a pour 52 gigas d'assets juste pour une île. Voilà, c'est assez logique, ouais. Et mon ordinateur, pourtant, j'ai une 3080 Ti, une Nvidia. Ouais. Il a mis une demi-heure à ouvrir la scène et puis le moindre déplacement, je pouvais aller me faire un café, quoi. Oui, bah, ça m'étonne pas, vu que c'est des rendus qui fonctionnent sur des machines en parallèle et autres. Non, ça, c'est totalement logique que ce soit aussi lent. S'afficher sur du matériel consumer traditionnel et pas un truc rendu en parallèle, ouais, absolument. Voilà, et donc, pour finir, dans ton actualité, j'ai vu, parce que moi je suis ce site depuis déjà plus de 15 ans, bon, plus que ça, même 20 ans, c'est 3DVF. Bien sûr, J'ai ouais. vu que tu travaillais chez 3DVF. Et ça, c'est génial. Alors ouais, je fais des vidéos pour eux, ouais. Je suis pas employé chez eux, c'est plus en fait du contrat à la vidéo entre guillemets actuellement. D'accord. On verra si ça peut évoluer vers quelque chose de plus régulier avec un vrai contrat à temps plein. Ah, Mais actuellement, ouais, c'est de la vidéo. ils trouveront personne pour interviewer les gens comme toi, hein. Ah, ça, j'en doute pas, ça, c'est certain même. Ou même avoir les contacts et autres. Parce que là, notamment en janvier, il y a monsieur Doc Cheng qui arrive en France au Paris Image Digital Summit. Ouais. Et voilà, ce sera intéressant de l'avoir. Et je vais l'avoir pour 3DVF, pour moi, mais aussi pour Game One, puisque j'ai fait une saison à Game One en 2017-2018. Et ça les intéresse d'avoir une interview de ce grand monsieur des effets spéciaux. Donc, ouais, normalement, je devrais avoir 1 heure avec Doc Cheng. Et la version complète sera sur ma chaîne. Et d'autres versions plus light seront sur les chaînes sur Game One en petits trucs de 3-4 minutes et sur 3DVF dans une version plus allégée également. D'accord. Bah écoute, c'est parfait. Je vais te donner un grand merci, Thomas, Gorkab Martin. J'invite encore tous mes auditeurs à aller faire un tour sur sa chaîne, GORKAB, et vous allez avoir vraiment, si vous vous intéressez aux effets spéciaux, et notamment aux images de synthèse, vous allez apprendre plein de choses. Voilà, je te remercie, Thomas. Et Avec je vous plaisir. dis à très bientôt, les enfants, pour un prochain épisode, et je lance le générique. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.